un castor et un anaconda peuvent pas faire des bébés ensemble. Euh, Mais Heureusement. Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va impeccable, un peu fatigué, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. T'as quoi comme t-shirt ? Encore un t-shirt de death metal trash C'est du black metal. Ouais. Hulder ? Hmm. Ok. Ils sont bien ? Elle est bien, oui. D'accord. Elle est toute seule ? Ouais. D'accord. Ouais, c'est un one-woman band. Ok, ça marche. Et salut Sean, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Je crois que toi, tu nous as... Là, pour le coup, ça flotte un petit peu, je vois plus très bien, mais je crois que tu as déjà porté ce t-shirt. C'est le Sûrement. fameux Night Guard ? Oui. Je vois plus. Okay. Cross Okay. Before. Ouais, désolé, Ouais, il y a des petites correct. latences. Ne le lis pas, parce que en tout cas, c'est les corbeaux avant les... Voilà. Corbeau avant les O. Ah bah bravo. Bros Before O's, c'est ça ? Ben, c'était censé être... C'est on va dire le dicton que suivait The Night Guard, mais bon. Tous les gens que nous, on a suivis dans le Night Guard sont allés chercher des femmes. Mais c'est correct. Ok. J'ai pas suivi du tout Game of Thrones. J'ai arrêté, je sais plus, début de saison 4, je crois, un truc comme ça. C'est correct, c'est le bon moment. Ok. Thierry, il s'est retenu de dire un truc. Oh. Okay. Bon, on est là ce soir pour parler de l'épisode 20 de la saison 3 de Star Trek Enterprise, The Forgotten, qui s'appelle en français... L'Alliance. Gargamel. Je sais pas. Ah ! Attends, non, pas Gargamel. Thierry, tu tiens quelque chose. Je me dis que ça spoil un truc de l'épisode, donc je me dis peut-être l'Alliance, je sais pas, l'Alliance de l'espoir. L'Alliance de l'espoir. C'est vraiment ça en plus. Je cherche le pire titre possible et c'est celui-là, j'y crois pas. C'est voilà. Diffusé pour la première fois le 24 avril 2004. Alors attendez, parce que du coup... Donc on est d'accord que la personne qui s'occupait de la traduction des titres, en fait, c'était un troll et il était contre le concept de l'Enterprise, en fait. C'est très particulier parce que l'épisode a été diffusé le 24 avril 2004 et le précédent épisode avait été diffusé pour la première fois le 21 avril 2004. Donc le 21 c'était un mercredi soir, le 24 c'est un samedi soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un truc de fou cet épisode. Fait qu'on l'a mis pour c'est le film du samedi soir, tu sais. C'est waouh. En France, on avait ce qu'on appelle la trilogie du samedi soir. Sean, c'était tous les samedis soirs sur M6. Tu avais 3 séries différentes qui allaient de la plus ouverte à un petit peu plus sombre. Du coup, on avait à une époque, je me souviens, il y avait Charmed, le caméléon et Buffy contre les vampires. On a eu X-Files aussi en 3e partie, des fois. Buffy comptait comme le plus sombre. À une époque, ouais. Et puis après, un petit peu, quelques années plus tard, ça a été diffusé dans l'après-midi, Buffy, tu vois. C'était un peu variable. Et c'était la trilogie du samedi soir. Moi, j'adorais ça. Et justement, j'étais pas censé regarder le 3e truc, moi. Donc, je faisais semblant d'aller faire pipi ou des trucs comme ça pour voir des trucs. Et j'ai eu des images chocs, parfois. Notamment ce vampire qui attaquait la nuit dans l'orphelinat, dans Buffy le vampire. Monstre un peu dégueulasse, hein. Ça m'avait marqué. Et quand j'ai revu l'épisode plus tard, adolescent, j'étais enfin, bon, bref. Bah maintenant, ce qui choque le plus avec Buffy, c'est le sexisme, tout ce qui est misogyne, puis genre le MeToo qui avait des behind the scenes, non? C'est pas ça? Le plus choquant. Oui, c'est plus ce qu'il y avait derrière la scène. Ouais. C'est vrai, c'était pas bienveillant? Ouais, ça a l'air que c'était pas très drôle pour beaucoup des gens là-dessus. Là. Ah merde. Et pourtant, le propos était super cool. C'était hyper ouvert, non Bah ouais, mais... Il y avait des personnages bides. Il y a une certaine ironie
dans les D'accord. productions hollywoodiennes sur ce. Tu sais, on fait beaucoup de productions qui se veulent bienveillantes, faites par Tandis que des nous, chez personnes Trek qui ne le sont Analyse, pas. on assume totalement de ne pas être bienveillant. Allez tous vous faire voir. On n'est ni bienveillant ni malveillant, on est simplement On... veillant. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Donc, première diffusion le 24 avril et toujours se déroulant à une date inconnue de l'année 2154 de manière internaliste. L'épisode a été réalisé par LeVar Burton, connu pour... Qu'est-ce qu'il y a? Roots. Je le prononce pas. Connu pour Roots. Groot. Il s'appelle Groot. Tu as râlé contre lui dans l'épisode. Oui, c'est sur, pour ça que les je grenouilles rigole. de C'est parce que l'espace. je pensais Ah que mais oui, t'allais c'est vrai que c'était... je pensais oui. que t'allais chialer parce que Eh bien, écoutez, je n'ai rien à dire sur la réalisation de cet épisode. Et là, Non. pour le coup... il est bien réalisé puis il est bien rythmé. Ouais. Et scénarisé par Chris Black, donc le scénariste, je l'ai déjà dit, de Rajin, Shipment, Proving Ground, etc., etc. Mais en compagnie cette fois de David Goodman, qui lui avait écrit North Star et qui est un très bon ami de Seth MacFarlane. Spoiler alert, on va retrouver Seth MacFarlane dans cet épisode. Et David Goodman partira plus tard, mais beaucoup plus tard d'ailleurs, accompagner l'équipe d'écriture de The Orville. C'était diffusé quand pour la première fois en France, tu dis? En France, je sais pas. 2005, par là. Je sais pas. Ok, la date de c'est quoi la date de diffusion que t'as dit? 24 avril 2004. Ok. Me trompe-je? Bah, sur IMDb, ça dit le 28. Ah, Mais je sais c'était pas sur... j'ai pris ça sur Memory Alpha. Ok. Bah, Parce que d'habitude, je le prends sur le Blu-ray, mais là, j'ai regardé sur Netflix. C'est peut-être plus juste que IMDb. IMDb, des fois, ils se trompent. Là, ça a l'air qu'ils ont peut-être assumé que tout est sorti le mercredi. Puis... Disons que Memory Alpha, ça doit être un peu des... Enfin, voilà, c'est Star Trek, quoi. Je pense qu'ils font gaffe à leurs sources. Après, ou peut-être que moi, je me suis trompé, par contre. Dites-le nous dans les commentaires. Quand a été diffusé pour la première fois The Forgotten? Les reviews positives. Alors, c'est un épisode qui a été plutôt pas mal noté. Sur la CFST, la communauté francophone de Star Trek, il a été noté 8 sur 10. Et sur Ultime Frontière, 7,72 sur 10, ce qui fait une moyenne de 7,86 sur 10. En retour positif, alors j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des retours négatifs. Les gens qui ont écrit des posts étaient plutôt contents. On peut lire des trucs du genre un superbe épisode, tout est juste, émouvant et intelligent, ou pour moi un épisode qui mérite de rentrer dans les épisodes d'anthologie. Je lui donne un 10+, donc l'équivalent d'un 11 sur 10. Donc voilà, ça ne tarit pas d'éloges. Et en point de vue négatif, un épisode plus Trek que le précédent. Tu vois, t'as tellement peu de choses à me mettre sous la dent que j'ai dû prendre des trucs qui ne sont pas méchants, simplement. Déçu par Trip, T'Pol et quelques lenteurs inhabituelles chez Enterprise. Je n'ai pas trouvé cet épisode particulièrement lent. Et ça fait même partie de mes critiques. Je pense que c'est un épisode qui aurait mérité d'être encore repoussé sur l'épisode suivant ou en 2 parties pour développer un peu plus. Parce que je trouve que ce qui se passe avec T'Pol, par exemple, va un petit peu vite. Mais bon, on y reviendra dans quelques secondes. Avant cela, 2 choses. La première, le jeu de la semaine. Et oui, c'est le jeu de la vie. Je note sur ma petite feuille, pour rappel, hop, Sean et Thierry ont un concours de questionnaires Star Trek qui sont presque à égalité, je dis bien presque, parce que Thierry a pris la tête la dernière fois, il a 8 points. Non, c'est Sean, pardon, ouais, j'écris très mal. Il avait 2 points d'avance, je l'ai juste un peu rattrapé. Ouais, pardon, Sean a bien 7 points et Thierry 6, c'est parce que mon trait départ, et je croyais que j'avais fait un 3 au lieu de... Bref. Il sait pas faire des traits, quoi. Et ouais, non, mais c'est ouf, ouais. L'incompétence. J'écris donc sur cette feuille... Lui qui est en charge. Le nom de mon film favori avec Leonard Nimoy. Je pensais Leonardo DiCaprio. Je vous laisse. Qui est Leonard Nimoy? C'est ça que tu as dit? Non, je pensais que tu allais dire Leonardo DiCaprio. Leonardo Di Nimoy. Non, Leonard Nimoy,
a joué au final dans peu de films, hein, et je vous écris mon film favori, dont j'ai oublié le titre. Donc non, c'est bon, je plaisante. Enfin, je plaisante à moitié, je l'avais un peu oublié, mais... Star Trek 4. Sean, Star Trek. C'est celui avec les baleines. Oui, c'est Star Trek. Officiellement, il s'appelle Star Trek 4, The One with the Whales. The One with the Whales. Thierry. Je voulais dire The Voyage Home aussi, donc parce que voilà. Donc je pense que c'est celui-là en plus ton préféré. Allez, ouais. Star Trek 4, tac. Eh bien, la réponse arrivera dans quelques minutes. D'ici là, on a reçu un commentaire qui, je pensais, valait la peine d'être soulevé, parce qu'il pose une question. Alors, évidemment, j'avais fait une capture d'écran, mais est-ce que je vais la retrouver ? C'est un commentaire qui vient d'un auditeur, ou une auditrice d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à signaler GGGGLV1BT. Merci beaucoup pour ton soutien parce que depuis le début, depuis le tout premier, tu es une personne qui commente presque tous les épisodes et ça me fait chaud au cœur quand j'ai la notification avec marqué GGLV1BT. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça qui s'affiche. Je suis tout sourire. Il nous dit on devrait pas parler d'une fédération Xindi si c'est pas post-2001. Les Xindi, ça fait bizarre ces espèces sans métissage, génétiquement bizarre. Alors, je suis pas certain de la formulation voilà, on en a discuté un petit peu. Je me demande si GGGG, on va dire, nous demande pas si on considère les Xindi un peu étrangement. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'une alliance Xindi ou d'un consortium Xindi plutôt que d'une civilisation, puisque les Xindi ne sont pas de la même espèce, puisque ça a été établi, même s'ils auraient quelques souches par-ci par-là divergentes d'origine. À votre avis ? Parce qu'ils sont considérés comme une espèce parce qu'ils viennent de la même planète au final. Pas parce qu'ils viennent de la même planète que c'est la même espèce. Là. Nous autres, canoniquement dans Star Trek, on a littéralement une race de dinosaures qui vient de la Terre aussi. Puis ils font pas partie de la même espèce que nous. Ouais. Les dauphins, on en a parlé lors de les dauphins aussi. Oui, mais... Ouais, il y a les dauphins aussi. Les belugas aussi, pardon. Techniquement, ouais, les dauphins belugas. Dauphins/belugas maintenant dans Star Trek. Non, c'est pas forcément la même espèce, mais je vois son point, je trouve ça intéressant. Je sais pas si j'irais... Et les baleines, on parlait de Star Trek 4. Les baleines non, je sais pas si j'irais jusqu'à là, mais dans ma tête, une fédération entend vraiment l'alliance de plusieurs planètes puis de plusieurs systèmes solaires, mais c'est peut-être juste parce que j'ai l'habitude de le voir comme ça. Mais c'est vrai que quand on y pense vraiment, est-ce que c'est vraiment la même espèce? Mais après, on dit que c'est des Indiens reptiliens, des Indiens arboricoles, etc. Donc bon. Pour moi, c'est pas lié en fait. Genre, il y a des fédérations sur Terre qui sont entre humains, qui sont tous de la même espèce. Donc, je veux dire, actuellement, quoi, dans le monde, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais c'est comme une coopérative, quoi. C'est un regroupement de plusieurs organisations, une fédération. Donc, après, effectivement. La Fédération française d'escrime. Par exemple, ouais, voilà, tout à fait. Qui est un groupement d'associations au final. Donc, pour moi, le statut d'espèce distincte ou non des Xindi, il ne rentre pas en compte spécialement là-dedans. Par contre, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est que... Donc, après, c'est sûr, c'est des espèces différentes. Je veux dire, ça a été dit, on en a parlé dans les épisodes précédents. Elles viennent de la même souche originelle, forcément, mais c'est des espèces différentes. Après, la question, c'est est-ce que ces différentes organisations politiques, on peut penser qu'en tout cas, ça a été le cas à un moment donné, puisqu'il y a eu une guerre civile.
Donc, si les différentes espèces Xindi se sont battues entre elles, c'est bien qu'elles avaient leurs propres organisations à elles de chaque côté, quoi, au moins militaires. Donc, après, on dit les Xindi, c'est peut-être juste parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais on peut très bien considérer que c'est une alliance ou une fédération, ou ce qu'on veut, quoi. C'est juste que c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ok. Non, mais voilà, c'est pas évident. À ce propos, j'ai remarqué un truc pour la première fois en revoyant cet épisode. Vous verrez quand on passera les captures pour ceux qui le regardent sur YouTube. Du coup, j'ai pas vérifié sur les autres parce qu'on les voit pas apparaître. Mais les reptiliens, les arboricoles et les primates, sur les joues, ils ont un espèce de creux qui est plus ou moins en forme de virgule. J'appellerais ça comme ça. Enfin, bon, et en fait, ouais, c'est au même endroit sur tous les maquillages. Je l'avais jamais remarqué avant parce que ça se voit très bien sur les primates parce qu'ils ont quasiment que ça comme relief. Alors que sur les arboricoles ou les reptiliens, comme il y a plein de reliefs dans tous les sens, c'est un peu caché au milieu. Mais il y a ça qui rappelle qu'il y a une espèce commune quelque part dans les ancêtres. On n'a jamais vu d'enfants on n'a jamais vu de femmes Xindi. C'est vrai. Ouais, mais on n'a jamais vu de croisement de race, c'est ça que je veux dire. Oui, alors ça, oui, d'ailleurs, il en parlait dans son commentaire, je crois. Le métissage, ouais. Je pense que... Est-ce que c'est possible? C'est ça, je pense que si un Klingon et un humain peuvent se métisser alors qu'ils viennent même pas de la même planète, avec assistance médicale... Hein, n'oublie pas qu'on a un ancêtre, ils ont un ancêtre commun. Mais je pense que c'est le cas pour les Xindi aussi. Est-ce que tu penses que la race qui a mis des petites graines de Klingons et des graines d'humains, ils ont fait pareil dans le... Je pense que toutes les espèces humanoïdes sont reliées à ça. Ok. C'est pas explicitement dit dans l'épisode The Shades, dans la nouvelle génération. Je ne me rappelle plus la saison. Mais moi, pour moi, c'est ce que ça implique, en fait. Il se trouve qu'il y avait les Cardassiens, les humains, les Klingons, et je sais plus qui sont les quatrièmes qui étaient sur la planète. Les Vulcains, sûrement. Oui, les Vulcains, au moment où ça s'est révélé. Mais pour moi, ça veut... Enfin, il n'y a rien qui dit que c'est que ces 4 espèces, quoi. C'est juste que c'est ceux-là qui sont arrivés... Est-ce qu'on a vraiment envie que cet épisode soit canon? The Chase? Ouais. Bah ouais, carrément. Bah, on te demande pas ton opinion, de toute façon. Il l'est. Oui, il l'est, de toute façon, mais moi, je trouve ça très bien qu'il le soit. Quand tu seras en charge, puis ce sera toi le boss, bah, tu pourras enlever des épisodes si ça te tente. Je vais faire retconner cet épisode. Je pense qu'il y a des épisodes bien pires que ça à enlever. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai que quand on y pense, il y a des espèces, par exemple les Gornes. Eux autres, peut-être qu'ils font pas partie de cette souche-là. Ils sont peut-être pas descendants de ça, ou... Comment ils s'appellent les autres, là? Ceux qui ont des vaisseaux en pointe qui tissent des toiles, là. Ah, oui. Les Tholiens. Oui. Oui, bah eux, non, ils sont clairement, ils sont zéro différents. Truc humanoïde, ils sont même pas de la même matière. Enfin, ils sont même pas faits de la même matière, quoi. Mais oui, mais je pense, et je trouve ça très bien, d'ailleurs, cet épisode, parce qu'il explique pourquoi il y a autant d'espèces humanoïdes dans Star Trek, quoi. Ok. Et donc, pour revenir au Xindi, je pense que les croisements doivent pouvoir exister dans la mesure, avec assistance médicale, scientifique. C'est-à-dire peut-être pas entre guillemets naturellement, parce que c'est comme des espèces différentes sur Terre, quoi. Genre un castor et un anaconda peuvent pas faire des bébés ensemble. Mais heureusement. Oui. Parce qu'il y a trop de différences génétiques entre les deux. Comme on sait que dans Star Trek... il y en a un qui a des poils, quoi. Ouais, voilà. Comme on sait que dans Star Trek, il y a une technologie qui permet des croisements interespèces, on pourrait imaginer que cette technologie elle puisse être appliquée à des Xindi. Après, est-ce qu'eux, ils la maîtrisent? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont envie de la maîtriser? Ça, on ne sait pas non plus. Ouais, culturellement, c'était peut-être pas de leur délire jusqu'à maintenant. Ouais, surtout si... Oui. Le fils de Raffi dans Picard est en couple avec
une Une femme Romulienne. une Romulienne. Et C'est une eux Romulienne, je crois. ont des problèmes liés à ça. Ils sont à l'hôpital pour des traitements pour ça, pour faciliter leur enfant, quelque chose comme ça, là. D'après mes souvenirs. Ok. On y va? Allez. Merci encore pour ce commentaire et n'hésitez pas à nous proposer des questionnements comme ça, c'est très intéressant. On commence l'épisode avec un Previously rappelant l'état du vaisseau et les échanges entre Archer et Degra, ainsi que des problèmes que rencontrent les Xindi entre eux. Puis, scène numéro 1. On retrouve dans un hangar le capitaine Archer accompagné de Tucker, T'Pol et Reed, prononçant un discours à l'équipage du vaisseau. Et vous avez une capture qui s'affiche à l'écran. Magnifique capture, merci Thierry. Tu as rendu grâce à cette pauvre actrice qui Je sera... me retiens de rire depuis le début qu'on parle parce que je vois sa tête depuis que tu me l'as dit. Il y a elle et il y a le Ouais, Lon celui tout à tout à- droite aussi. Le Ouais, pauvre. lui Les aussi, deux ouais, sont enregistrés sur Internet à vie, comme bon les pauvres. Voilà. Donc pour info, j'ai pris la capture d'écran comme ça, sans mettre pause ni rien. C'était juste, je m'étais dit tiens, il y a une foule, c'est sympa, hop. Et je pense que je l'ai pris au pire moment où il devait cligner des yeux ou Les je deux, sais ouais, pas, où étaient il en devait train de cligner éternuer des ou un yeux. truc, je sais pas. Mais... Ouais, mais il y a trop de monde. Si c'était pas eux, t'en aurais eu deux autres. Donc, Ouais. ouais. Il y en a un derrière aussi qui regarde pas du tout dans la bonne direction. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Ça n'est pas très radiophonique. Au moins, désolé. au moins, il est pas face au mur, quoi. Au moins, oui, c'est. Je fais pas comme mon chat, tu sais. Non, je ne veux pas vous parler. On nous montre donc, vous le voyez, un équipage très fatigué, sale, blessé. Archer annonce le nombre réel de morts du dernier combat, 18 membres d'équipage. Archer motive son groupe, rappelle l'importance de cette mission et l'importance de le faire en mémoire des morts. Générique. Habituellement, moi j'aime bien les discours. Il y a une autre capture. Hop, pardon. Oui, donc Archer dominant ses troupes. Alors je vois le texte et la précédente phrase. Pourquoi est-ce que tu me dis que je suis fan de Gojira? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour Star Trek 4. Ah, The Baleine. Wells. Oh putain. Non mais alors attends. Parce que du coup, oui. Mais alors en plus, il se trouve que j'ai un t-shirt avec Godzilla. Donc je pensais que tu parlais de Gojira. Ah oui. Bon. Voilà. Mais oui, je suis fan de Gojira. C'est le plus grand groupe. Je les ai vus 3 fois en concert. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'était une émission où on en a parlé avec P1P2R à l'époque. Ouais, c'était il y a très longtemps et vous ne pouvez la retrouver nulle part parce que je ne l'ai pas réuploadé en podcast et que YouTube l'a banni genre 3 minutes après avoir été publié. Ouais, du coup, je disais les discours à l'américaine. Et punit ses auditeurs, tu sais. Ouais. Il y a l'émission, elle est drôle, elle est bien. Vous pouvez jamais la voir. C'est Tant le pis pour vous. meilleur enregistrement que Thierry et moi y ont fait ensemble. Et vous ne l'entendrez jamais. Et en Tant plus, pis il y pour avait vous. Pauline. Donc, j'aime bien, de manière générale, tous ces grands discours éloquents pour remotiver les troupes, ce genre de trucs, moi j'aime bien. Mais là, je l'ai trouvé assez Ça y est, il va faiblard. critiquer Archer. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah. Non, tu t'en fous? Non, j'avais aucun problème avec son discours. Je trouve que son discours match bien le moment. C'est un discours qui est supposé redonner un peu de force, mais on sent aussi que oui, lui aussi est épuisé. Tu sais, ils sont quand même affaiblis psychologiquement, physiquement, puis le vaisseau aussi, tu sais, technologiquement. Tu sais, donc du coup, non, je trouve que ça colle bien. Oui. Puis on sent un peu, je veux pas dire que c'est forcé, mais on va dire que c'est, oui, un petit peu, genre, ça donne vraiment l'effet du capitaine qui s'est secoué le cul, tu sais, comme qu'il faut vraiment que j'aille faire un discours pour essayer de motiver les troupes, puis c'est à moitié pour se motiver lui aussi, tu sais, on sait plus s'il y croit vraiment, tu sais. C'est vrai. Ouais, donc je trouve que c'est bien fait. Puis il y a aussi la reconnaissance des morts. Des décédés, Ouais. effectivement. Et c'est sûr que, enfin,
si on attend de ce genre de discours, que ça soit genre Théoden devant les Rohirrim dans les films Le Seigneur des Anneaux, c'est sûr que c'est pas du tout la même ambiance, quoi. C'est pas, voilà, j'attendais pas forcément ça, mais. Oui, parce que t'aimes pas le Seigneur des Anneaux en plus, mais. Bouh. Ce serait particulier. Archer for Rohan. Pour Frodon. Capitaine pour qui? C'est pourquoi? Je comprends pas. Pour Taylor. Non, je suis assez d'accord avec Sean. C'est pas un discours épique, donc forcément, c'est pas non plus un discours qui va nous accrocher, nous, spectateurs, plus que ça. Mais je trouve qu'il est efficace dans le sens où il donne le ton. Ok. Oui, Petit détail. Il se veut pas... Tu sais, on a des discours de Picard, des classiques, des discours de Picard ou des discours de Kirk qui sont des classiques, tu sais, sur un dilemme ou un autre, tu sais, moral ou social, mais c'est pas le cas, là. Là, on n'essaye pas de faire ça. Là, c'est vraiment, je pense, pour mettre en scène un peu l'épisode, puis te montrer où ils en sont psychologiquement tous. Ok. S'en fout. Petit détail. Non, mais j'accepte. En gros, vous venez me dire, t'es un gros con de ressentir des trucs bizarres. Non, je déconne. Petit détail que j'ai bien aimé, on voit T'Pol pas mal agité derrière. Ça, c'est bien parce que vu qu'elle est au second plan, elle aurait pu ne rien bouger et genre rester le plus stoïque possible, comme font Tucker et Reed. Mais non, on la voit un petit peu gigoter la tête, avoir du mal à encaisser ce qui se passe. Scène numéro 2. Dans le bureau d'Archer, Tucker et T'Pol rendent des comptes des réparations. On a de nouveau accès à certains ponts, en trouvant au passage des morts, et les armes et boucliers du vaisseau sont presque prêts. La rencontre avec Degra se fera d'ici 10 heures, il n'y a donc pas le temps d'être totalement en forme pour s'y rendre. Alors que s'affiche à l'écran Seth MacFarlane, Archer congédie ses officiers. C'est dans le sous-titrage des acteurs et actrices de l'épisode, il y avait marqué Seth MacFarlane. Et je dis, ouais. Bref. J'avoue, j'ai pas du tout fait gaffe, donc je pense pas avoir de capture, à moins que par chance je l'ai pris pile à ce moment-là, mais ça m'étonnerait. Non. Je sais plus où on en est. Archer congédie ses officiers. Ce faisant, il interrompt Tucker. Une des deux mortes trouvées récemment faisait partie de l'équipe de Tucker. Archer voudrait que ce soit lui qui écrive la lettre d'annonce à la famille. Tucker est pas tip-top chaud. Il a beaucoup de travail, mais Archer s'agace. Ça n'a pas besoin d'être long, mais sa famille a le droit de savoir ce qu'il s'est passé. Tucker, acquiesce et s'en va. Quelque chose à dire? Vous êtes d'accord, vous? C'est normal que Tucker fasse cette lettre? Ben, ça c'est... Je sais pas trop, parce qu'en fait, il me semble que dans TNG, il y a la question qui se pose pour quelqu'un, et qu'en général, c'est le capitaine qui fait les lettres. Ouais, Là, il en a 18 à faire. Hein. Mais c'est la seule série du 22e siècle, donc on connaît pas les règlements qu'il y a à cette époque-là, quoi. Comment dire ça? Je pense que normalement c'est le capitaine qui le fait, mais je veux bien accepter que le capitaine se décharge de la responsabilité sur l'un de ses officiers, parce que c'est le capitaine qui le fait. Mais je comprends pourquoi le capitaine refuse que son officier se décharge de la responsabilité à encore quelqu'un d'autre. Oui, surtout qu'il lui dit c'était le meilleur pote de je sais pas qui, il pourrait le faire à ma place. Je pense que je sais pas pourquoi j'ai un double standard comme ça, mais j'accepte que le capitaine s'en décharge, mais j'accepte pas que Trip s'en décharge. Donc je suis d'accord avec ce qui se passe globalement. C'est-à-dire que si tu peux transférer la responsabilité à quelqu'un qui est un subordonné, ça finit par machin qui va voir Porthos et qui lui dit bon écoute, faut que tu fasses la lettre là parce que. Oui, ça laisse beaucoup la porte ouverte. Tu sais, c'est toujours Boimler au final qui se retrouvera à faire toutes les lettres, quoi. Genre. Ouais, voilà. Boimler et Porthos au même niveau. C'est cool. Et Kim. Non, Kim, c'est encore en dessous. Ah, il est en dessous de Porthos. Salut, tu l'as croisé dans un couloir un jour, s'il te plaît, tu peux écrire une lettre. Bien sûr, capitaine.
Vous avez vu la blague qui ne fonctionne qu'en anglais I got a joke, Kim. Yeah? Promotion. I don't get it. Yeah. Le pauvre. Scène numéro 3. Dans l'infirmerie. Alors là, pour le coup, on a n'hésite pas à me le dire parce que j'ai pas eu le temps de les survoler, les captures. Tu me fais signe ou tu me le dis, Thierry, c'est pas un problème. J'ai pas eu le temps de les revoir non plus, donc je sais Tu te plus rappelles ce que pas j'ai quand pris tu as comme fait des capture. L'équipe de Braque, En fait, j'ai un algorithme qui fera une capture toutes les 10 secondes. Non, c'est pas vrai. Prends même pas les captures intéressantes, c'est juste. Il y a le fade to black, il te montre le écran noir. Désolé. Scène numéro 3. Dans l'infirmerie, T'Pol rejoint Phlox. L'occasion pour nous de voir 2 membres d'équipage en train de travailler. Phlox commence à... Vous les avez repérés, les 2 membres? Phlox, il est en train de parler avec une nana et il y a un mec en second plan qui passe derrière eux. Et ça, j'ai trouvé ça cool parce que d'habitude, Phlox, il est tout seul dans l'infirmerie. Bon, là, on est en période de crise, donc il a besoin de bras, quoi. Mais je me demande si en temps normal, il n'y a pas un infirmier de temps en temps qui vient un Tom Paris, qui vient lui filer un coup de main par-ci par-là. Oui, je pense. Puisqu'on en est à faire des références à Voyager. Phlox commence à scanner T'Pol, qui est clairement mal à l'aise. Il lui annonce que le trillium dans son sang a presque entièrement disparu. Et là, je note, bordel, combien de temps s'est écoulé avec le précédent épisode. T'Pol indique ne plus ressentir les effets du sevrage. Je me repose la question. Phlox lui demande alors ce qui ne va pas. T'Pol continue de s'agiter et explique avoir de plus en plus de mal à contrôler ses émotions. Phlox utilise alors une analogie avec une expression terrienne, le génie dans la bouteille. Une fois qu'il est sorti, c'est chaud de le faire re-rentrer. Il lui annonce alors que le trillium lui a bien détruit le cerveau et qu'il va falloir apprendre à vivre avec ses émotions. Superbe parallèle, et je sais de quoi on parle. Une fois le cerveau détruit par ce genre de substance, c'est compliqué de retrouver la vraie personne derrière. Moi, j'ai vu. Je connaissais pas l'expression, par contre. Moi non plus. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il va? J'ai déjà entendu, mais je sais plus où. Ça me semble illogique en plus. C'est très facile de le remettre dans la bouteille. Tu fais ses 3 vœux, c'est bon. Fini, c'est réglé. Mais bon. Il faut survivre aux 3 vœux, en fait. C'est Ah. ça qui est compliqué. C'est les génies dans Aladdin, il est gentil, mais dans la plupart des histoires, c'est un truc qui va exaucer tes vœux de la pire manière possible pour te pourrir la vie, quoi. Donc, je veux 1 milliard. Pourquoi il m'a donné un billard? Bref. Je ne finirai pas la blague parce qu'elle est dégueulasse. Désolé. Donc, c'était chouette, mais du coup, ouais, je trouve que épisode précédent. Alors, pour le coup, il y a deux choses. Épisode précédent, elle avait le sevrage de l'injection de trillium à passer et ça avait l'air d'être pas de la tarte. Et Phlox lui dit, c'est pas trop grave, je vais, grâce à ce produit que je vais vous donner, vos reconnexions neurales vont fonctionner. Et là, en fait, on nous dit que non. Donc, est-ce que c'est un retcon de ce qui a été dit, ou est-ce qu'il se rend compte qu'il a échoué, ou est-ce que j'ai mal compris ce qui s'est passé? C'est pas ça, c'est que c'était pour le truc qu'il lui a mis, c'était pour contrebalancer les effets du sevrage. Là, ce qu'elle ressent, c'est pas les effets du sevrage, justement. D'accord. Ok, j'avais pas compris que c'était ça. Et bon, on a la réponse un peu plus tard dans l'épisode, mais combien de temps il s'est passé? Comment ça se fait qu'elle soit déjà sevrée, quoi? Qu'elle ne ressente plus les effets du sevrage? Ça, on sait pas comment ça marche. C'est un narcotique que tu ne connais pas sur une race alien. C'est dur de faire une analyse poussée là-dessus. Ok. Moi, la seule chose on va dire qui me pose un tout petit peu problème avec tout ça, c'est que il y a toujours pas de raison à laquelle, genre, qui justifie le début de ça, dans le fond. Genre, elle a commencé à le prendre, on t'explique que c'est par rapport aux émotions, mais ça me paraît quand même assez farfelu. Surtout pour que ça n'apporte pas grand chose au final à la saison, à part une certaine instabilité dans certaines situations.
Bah, en fait, elle souffre d'une double. C'est quoi le mot? Ouais, Elle je est sais pas, accro. on n'est pas dans ta tête. Elle est accro à deux choses. Bon, bref. Addiction. D'une double addiction, merci, aux émotions et au Trillium. Donc celle du Trillium, et via le Trillium, en fait, elle obtenait des émotions. Du coup, ça lui a développé une addiction au Trillium. Ce qu'on peut voir, les personnes, je sais pas qui. J'ai pas d'exemple là-dessus. Ouais, bon. Et donc le Trillium, c'est réglé. Mais du coup, en fait, elle prenait du Trillium en injection directe pour obtenir des émotions. Et ça te convient pas, ça? Pas tant que ça, je comprends et j'aime le concept de ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve juste que l'exécution est assez particulière parce qu'au final, je trouve que je sais pas comment expliquer, je trouve on n'en a pas appris assez sur ou les Vulcains, ou cette maladie, ou leur rapport avec les émotions pour que ça justifie vraiment cette espèce de petite subplot. Puis aussi, je trouve pas que ça a vraiment affecté ou impacté leur mission à un point où on peut se dire, mon Dieu, c'est vraiment grave qu'elle ait fait ça. Et alors, attendez, j'avais oublié, il y avait un... Non, pour moi, Vas-y. c'est juste un truc qui sert à enrichir le personnage et l'histoire du personnage. Effectivement, ça n'a pas de lien avec la mission, mais moi, ça me pose pas de problème que ça n'ait pas de lien avec la mission. Pour le fait qu'il manque des explications, effectivement, ça aurait pu être intéressant d'avoir un truc clair, quoi, qui dise, où elle explique à quelqu'un, voilà comment ça s'est passé, je suis revenu du vaisseau Vulcain, j'étais comme ci, comme ça, j'ai ressenti ça, machin. Ok. J'ai testé le Trillium D, enfin ça aurait été bien qu'il y ait des explications. Et on n'en a pas. Et après, moi, je trouve que on peut relativement facilement extrapoler par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. Elle a été agressée mentalement. Donc ça a peut-être créé un truc chez elle qui n'a pas été soigné au niveau mental et pas seulement la maladie qu'elle a chopée. Et peut-être que d'avoir été exposé au Trillium D dans le vaisseau, ça fait ressurgir des trucs qui l'ont soulagé, mais comme toutes les drogues, hein, ça soulage, mais en même temps ça te détruit. Et du coup, ce truc-là, une fois qu'elle y a été exposée, elle a eu une crise de manque certainement, qu'elle a mieux cachée, parce ou est moins forte. Elle a eu une redescente, comme on voit dans l'épisode précédent. Et du coup, pour contrer cette redescente, elle a dû comprendre qu'il y avait un lien avec le Trillium D, parce qu'elle est pas con. Enfin, je trouve que les trous sont... Enfin, peut-être que j'ai trop d'imagination, mais j'ai l'impression que les trous sont pas si durs à boucher que ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense peut-être que je suis juste un peu plus chiant. Peut-être que je cherchais juste... peut-être que je cherchais juste... On va dire que ça me plaît. Mais du coup, j'aurais voulu peut-être que la série ou que la saison l'explore un peu plus. J'aurais bien aimé, comprends comme ça, je le ouais. disais, cet épisode-là, il aurait bien été chouette de l'étendre un peu plus, celui-là. Juste parce que en cherchant les retours positifs et négatifs, je suis tombé sur un commentaire qui m'a fait réagir. Alors, c'est un peu compliqué de vous le retranscrire parce que c'est plus des bouts de phrases que la personne a écrit. Je pense qu'elle devait être vite ou je sais pas quoi. Mais en gros, elle fait un comparatif, cette personne, entre T'Pol, Spock et Tuvok, en disant que ce qu'on fait avec T'Pol, c'est on s'amuse à l'humaniser, comme on le faisait déjà à l'époque de TOS avec Spock. Mais que la série Enterprise arrive après Voyager, dans laquelle on nous présentait un Tuvok comme un Vulcain type, et que du coup c'est plus la peine de faire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je trouve ça très étrange parce que en fait on prend trois époques extrêmement différentes. Le Tuvok, il a rien à voir avec Spock. Ils ont 200 ans d'écart. Alors apparemment, ils se seraient croisés, mais bon, Il y en a un Tuvok qui était est très jeune. Vulcain, puis il y en a un qui ne l'est pas au complet en plus. Oui, déjà. Mais Tuvok, c'est combien? 400 ans après Enterprise, Voyager? Non, c'est 200 300? ans. 200? Ouais. Ok, bon, bref. Il y a vraiment
Enfin, il y a un gap entre les deux. C'est pas trop comparable, je trouve. Je pense pas qu'il parle en termes de chronologie interne, je pense qu'il parle en termes de thématique. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec lui quand même. C'est pas parce qu'on a vu. C'est pas parce qu'on a déjà exploré une sorte de personnage qu'on peut pas explorer le même sort de personnage ou le même sort de conflit. Puis c'est pas parce qu'on a déjà eu un Vulcain type. C'est vrai que Tuvok, pour une fois dans une série Star Trek, on a vraiment un Vulcain qui a pas des malaises avec les émotions, etc. Donc ça fait du bien d'avoir ce personnage-là. Je l'aime bien. Mais on va dire dans la mosaïque qui est Star Trek, ça fait du bien aussi de voir un Vulcain qui a des problèmes de drogue ou des Vulcains qui a une addiction aux émotions. Dans Discovery, comme dans Enterprise, on te montre qu'il y a des Vulcains radicalistes, un peu terroristes aussi. Genre, j'aime qu'on explore un peu toutes les avenues. Puis c'est pas parce qu'il y en a un qui a déjà été fait avant, d'une manière ou d'une autre, qu'on peut plus le réexplorer, même si c'est une préquelle. Quoi. Bah, en fait, ça n'a pas été tant fait que ça à l'époque d'Enterprise, parce que finalement, il y avait Spock, qui avait ce conflit entre sa partie humaine, sa culture humaine et sa culture vulcaine et physiologique, pareil. Et en fait... il y a 40 ans, 40 ans entre TOS et Enterprise. Hein. En époque de prod. Les gens qui ont regardé et qui ont découvert Enterprise à la télé n'avaient pas tous et toutes vu TOS. Hein. Je veux dire, ça a été fait avec un personnage sous un angle particulier. Ouais. Ça n'a pas été vraiment refait depuis, parce que le premier... Après ça, il n'y a pas eu de Vulcain dans les cases principaux avant Tuvok. Tuvok n'a pas exploré cette thématique-là. Et sur T'Pol, certes, on revient sur la relation des Vulcains avec les émotions, mais pour moi, on l'aborde sous un angle qui est pas du tout le même, en fait. Donc, je trouve ça intéressant parce que, certes, c'est la même thématique de loin, derrière une porte, mais au final, comme l'angle n'est pas du tout le même, ça apporte un truc intéressant quand même, quoi. Ouais, le seul truc qui pourrait vaguement se rapprocher à ça, ce serait dans TOS quand on parle du père de Spock. Tu vois vaguement que c'est un Vulcain qui doit y avoir des émotions quand même proches de la surface parce qu'il se met avec des humains, puis avec une humaine, et parce que il défend l'humaine avec qui il est, puis la culture humaine, malgré on va dire son statut en tant que Vulcain, mais c'est vraiment... c'est pas aussi direct ou explicitement mis à l'écran comme on l'a ici dans Enterprise, quoi. Ok. Et puis il y a une autre dimension qu'Enterprise aborde, mais qui n'est révélée qu'en saison 4, mais qui influence toute l'histoire de T'Pol et de tous les Vulcains qu'on voit dans Enterprise. Et ça, ça avait jamais été fait avant, quoi. Et on peut même faire des liens entre ça et le fait que T'Pol soit plus vulnérable à être addict aux émotions, etc., quoi. Ok. 3 quarts d'heure, 3 scènes décryptées, ça va être une longue émission. Scène numéro 4. Sur la passerelle, Travis annonce être arrivé à temps. Reed ne lit aucune signature d'autres vaisseaux. Hoshi non plus ne trouve pas de communication. Je tiens à préciser que Hoshi sale dégage un charisme de ouf. T'as une capture ? Non, je crois pas. Ah, il y avait une capture de T'Pol à 2 doigts de craquer. Jolene qui se donne à fond hein, dans ces 2 derniers épisodes, dans ce précédent et celui-ci. Je l'appelle Jolene parce que c'est ma pote. Voilà. Ok. Non, il n'y a pas Hoshi qui pète la classe avec. Bon, bref, je trouve qu'elle déchire. Oh mon Dieu! Une anomalie spatiale secoue le vaisseau. Le vaisseau se fait secouer. Tucker est pas content. Alors que Archer ordonne le retrait, un vaisseau se présente. Il y a beaucoup le mot, désolé. Alors que Archer ordonne le retrait, un nouveau vaisseau se présente. Hoshi reçoit un message. C'est des gras et il veut qu'on le suive. Les 2 vaisseaux traversent un bouclier d'invisibilité et atteignent une sphère. Des gras les contacte alors et leur dit quelque chose comme « Salut, c'est des gras, ça vous dirait qu'on se boive un verre ?» C'est un paraphrasage, désolé. Je crois qu'on a une capture de
Qu'est-ce que c'est? C'est le vaisseau de Degra? Il va Oui, vite. mais je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là, je sais plus. Si, peut-être, oui. L'Enterprise c'est qui ça. traverse la sphère, pas la sphère, le bouclier visuel, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus non plus, mais c'est l'espèce de champ qui entoure les sphères, là. Et ça vient dans quelques secondes. Quelque chose à dire sur ça? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, c'est ce qu'ils étaient venus faire là, donc... Ouais. Le seul truc, c'est justement qu'ils soient juste à côté d'une sphère, qu'apparemment ils n'avaient pas capté, ce qui est possible, parce que les ordinateurs sont incomplètes, vu que on l'a vu dans un épisode précédent, je sais plus quand. Et c'est malin, par contre, effectivement, de la part de Degra, leur donner rendez-vous près d'une sphère, parce qu'ils sont isolés, ils sont camouflés dans la proximité de la sphère, quoi. Ouais. Scène numéro 5. À bord du vaisseau de Degra, dans son bureau et en présence du conseiller arboricole, en quelques échanges, Degra et le conseiller confirment les suspicions d'Archer sur le fait que Degra soit à l'origine de sa libération et de l'arrêt de l'attaque sur l'Enterprise. Le conseiller demande des preuves de ce qu'avance Archer, à savoir que les Xindi ont été manipulés et qu'ils ne sont pas censés être en guerre avec les humains. Archer dit « Ok frère, mais d'abord, c'est quand que vous lancez votre super arme de destruction de planète ?» Gros moment de tension, puisque l'arme sera lancée d'ici quelques jours. Mais si Archer montre ses preuves, Degra et le conseiller feront leur possible pour arrêter ça. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à lire mes notes. J'ai pas pris dans des conditions optimales habituelles, et du coup il me manque beaucoup de lettres et il me manque des mots. Bon, bref. Et donc j'essaye de prélire, mais je n'y arrive pas forcément. Les deux vaisseaux attachés, ça vous évoque quelque chose? C'est cool. S'en fout. Moi j'ai bien aimé juste l'image en fait, Ouais. avec la sphère derrière, En troisième les deux plan, vaisseaux attachés. Ouais. C'est un truc qu'on voyait pas dans. Ça fait plein de fois hein, qu'on en voit des vaisseaux qui sont arrimés l'un à l'autre. C'est un truc qu'on voyait pas dans les séries précédentes puisqu'il y avait la téléportation. Donc ils n'avaient pas besoin d'ouvrir un sas entre les deux, de s'arrimer, etc. Et donc là, ça donne des visuels sympas qu'on voyait pas avant. Enfin, on a dû le voir quelques fois exceptionnellement, mais qu'on voyait pas pratiquement jamais dans Star Trek avant. Voilà. Ouais. Et les trois à bord. On apprendra un peu plus tard que le conseiller arboricole s'appelle Jannar, mais j'y reviendrai, je le redirai quand ce sera le moment. Et désolé, au début, je l'appelle le conseiller arboricole parce que c'est le seul nom que je tenais. Chouette échange, c'est cool. J'aime bien ce qu'il représente, Jannar. Parce que, clairement, Degra est un tenant. Hein, il est pro-Archer. Mais Jannar a tendance à être un peu plus en retrait, en retenue. J'aime qu'il n'est pas, dans ton tenant puis anti, j'aime qu'il n'est pas anti. Ouais. J'aime qu'il est plus... on va dire qu'il représente la voix de du conseil. Ouais. Il dit ce que le conseil va dire. Du coup, c'est comme il faut que tu arrives à me prouver des choses à moi pour que ce soit assez concret pour que le conseil te croie. Donc du coup, j'aime ça. J'aime. Oui, il est raisonnable en fait. C'est ça. C'est pas un antagoniste, c'est juste un raisonnable. Enfin, oui. Non, mais c'est cool. Oui. Et puis il était très trekien en fait, il cherche les preuves. Scène numéro 6. Dans le mess. It's a mess. Je l'avais déjà faite. Tout est pété de partout. 2 membres d'équipage distribuent des rations de survie. T'Pol s'assoit à la table de Tucker. Elle ramasse un fauteuil au passage. Donc c'est bien la première fois que l'on revient dans cette salle. Depuis combien de temps a eu lieu l'épisode précédent? Waouh. Bref, Tucker est embêté car il doit écrire sa fameuse lettre au final. Au final, selon lui, quoi qu'il écrive, ce sera catastrophique. Cette famille a perdu sa fille. Voyant Tucker
Désespéré, Tipol demande depuis quand il n'a pas dormi. Eh bien oui les enfants, le sommeil c'est important. Plus vous dormez, plus vous aurez l'esprit clair. Il répond que ça fait depuis l'attaque. Et c'est à ce moment-là que j'ai réponse à la question que je me pose depuis le début de l'épisode. Ça fait 2 jours, 24 heures. Alors qu'elle essaye de le convaincre d'aller se coucher, une secousse arrive et on a un chouette plan de tasse à café renversée. What else? Non, mais pour revenir à la question que posait Rémi sur la durée, parce qu'en plus, je m'en suis souvenu, genre, au moment où Rémi racontait la scène, je me souvenais plus du délai. 2 jours, c'est vrai que ça fait un peu court pour se dire, Tipol, ça y est, elle est sauvée, machin. Après, l'argument de Sean est valable, hein, c'est une alien, c'est une drogue qu'on connaît pas. Mais ouais, je peux comprendre que ça paraisse court. Et elle dit, je ne ressens plus les effets du sevrage. Mais comme tu disais, Thierry, dans le précédent épisode, il lui a donné un médicament pour calmer le sevrage. Donc peut-être que les 2 premiers jours étaient Tandax, et que là, elle continue son sevrage, mais qu'elle ne le ressent plus. Il y a plein de possibilités, en fait. Peut-être qu'elle médite à fond, tu sais. Ouais, ça en plus. Enfin, remarque, elle doit pas avoir beaucoup de temps de méditation. Il y a tout le monde qui court partout pour empêcher le vaisseau d'exploser, puis t'as Tipol au milieu qui médite. Si elle médite pas, elle meurt, tu sais. Fait que... oui, non, mais c'est juste. L'image. Scène numéro 7. Dans un couloir, on découvre un crewman brûlé et un incendie en cours. Dans un très chouette plan séquence, bravo le VAR, Tucker donne des ordres via intercom. Coupez l'alimentation, venez de soigner le blessé, souquez les artémuses, etc., etc. Heureusement qu'il n'était pas en train de dormir, nous dit-il. Mais nous découvrons à l'extérieur une grosse fuite d'air. Et ça, t'as pas pris de capture de la fuite d'air. C'est dommage. Plus tard. Enfin, j'ai cru que c'était une fuite d'air. Je sais pas une fuite d'air, mais bon, je pensais que c'était ça. Coupure pub. Non, au début, j'avais pas réalisé que ça serait, parce que je me souvenais pas de l'épisode, hein, honnêtement. J'avais pas réalisé que ça serait un point central de l'intrigue, donc je me suis dit, ok, c'est cool. Le vaisseau il est cassé, on le sait, ça va. Ouais, voilà, non, mais c'est un peu ça. J'ai raté le truc. Qu'il est pété, tu sais. J'ai raté le truc, j'ai pas cliqué, et je me suis dit, c'est pas grave. Voilà. C'est correct, on t'en veut pas. Et ton algorithme qui prend des captures d'écran toutes les 10 secondes, tu l'as arrêté à il a pris la tasse à la cataracte. Il a pris la tasse à café, mais il a pas pris la fuite de gaz. Non, mais il était cool ce plan, non? Avec la tasse à café, c'était sympa. Ouais. Très Tarantino. Ok. Je m'y attendais pas, mais ok. Oui. Après, bon, c'est des rations de survie, donc il pourrait faire gaffe un peu le Tucker quand même. Un petit peu de respect. Il est stressé, là. S'il vous plaît. Scène numéro 8. À bord de l'Enterprise, Degra et le conseiller découvrent le corps d'un reptilien mort. Archer explique alors les événements de Carpenter Street. Degra confirme, après avoir essuyé un refus du conseil quant à l'utilisation d'armes biologiques, ce reptilien et ses amis ont disparu. Voyant qu'il ne parvient pas à convaincre les Xindi, Archer leur montre le lanceur, mais toujours cela ne prouve que peu de choses. Ok, face à ce que lui dit Janar, le conseiller arboréal, en sous-titre français et pas arboricole comme je le dis, je trouve arboréal plus... je trouve le mot arboréal, Thierry se prend dans un super Sentai. Mais non, mais c'est... Ouais, non, je sais pas. Je trouve le mot arboréal un peu plus poétique que arbustrier. C'est pas un mot français? Ah bon? Tu es censé traduire en français? Arboréal, c'est pas un mot français? Je connais les aurores boréales, mais les arboréales... Le Xindi aurore boréale. Les arbres verts dans le ciel. Boréal. Archer annonce montrer une autre chose. J'ai marqué cool scène. J'ai bien aimé parce qu'on est dans une morgue et que du coup on a
Ouais, c'est arboricole. Voilà. C'est effectivement, il arrive absolument pas à trouver il le cherche même pas en français. Il veut que ce soit anglais, il le traduit. Donc c'est arboricole. Ok. Bon, c'est tout. Oh, ouais. Ok. Non, mais voilà, Jeannard. Bon, je peux faire mon résumé maintenant là. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est une vraie question. Arboréal, moi je sais bien. Votez dans les commentaires, dites-nous, vous préférez arboricole ou arboréal? Est-ce que vous préférez l'art arboricole? Jeannard, donc, c'est réellement là qu'il prend cette position neutre, recherche de vérité. Apporte-moi des preuves et j'accepterai ce que tu m'annonces, plutôt que dans la scène précédente. Mais voilà. C'était chouette. Scène numéro 9. Dans le couloir, Tucker fout une engueulée à Seth MacFarlane. Il est un petit peu dur, je trouve. Ça tombe bien, Phlox arrive. Hop. T'Pol l'aurait-elle prévenu? Il confirme immédiatement ce que je suppute. T'Pol l'a prévenu car elle est inquiète. Tucker n'est pas content. Ouais, laissez-moi faire mon travail. Mais Phlox, ni une ni deux, le relève de ses fonctions pendant 6 heures. Pourquoi il n'a pas fait ça durant Archery, Phlox? Hein? T'Pol, flûte. Tucker, oui. Archery. Tucker, ça fait 2 jours qu'il dort pas. Il est pas très très bien. Phlox, il débarque, ni une ni deux, va te reposer, frère. L'autre, 24 heures sans dormir, il commence à donner des contre-ordres à tout le monde, à faire des ordres un peu autoritaristes, des assauts, machin truc. Non, je fais rien, j'attends la dernière minute pour prendre position. Bah, on en avait parlé dans l'épisode d'ailleurs. Ouais, je sais, c'est de la mauvaise foi de ma part. Après, tu peux te dire que justement, il a retenu la leçon et que maintenant, il intervient plus vite. J'ai une question par rapport à la manière dont Tucker traite MacFarlane. Vu l'enchaînement des scènes et tout, est-ce que c'est, à votre avis, est-ce que c'est genre sa manière habituelle de traiter ses subordonnés? Ou est-ce que c'est justement pour montrer qu'il n'est pas dans son état normal et qu'il Non, c'est pour montrer que... Non, je pense que c'est pour montrer que... Je pense pas que l'intention, c'est pour montrer que c'est un bâtard. Je pense vraiment que c'est juste de montrer que, tu sais, il est pas dans son assiette, tu sais. Ouais, ça aurait pu être comme, tu sais, il aime pas ce gars-là spécifiquement, tu sais. Mais tout le monde aime Seth. Ouais. Mais il lui dit, d'ailleurs, au début de la scène, j'adore Family Guy, bravo. Mais non, je pense que c'est juste pour montrer à quel point il est stressé, quoi. Mais c'est pas des lamentins qui font ce Family Guy? J'ai pas la ref. C'est dans South Park. Ah, ok. À ce moment-là, le capitaine appelle et convoque Tucker. Non, convoque Phlox à l'infirmerie. Vous voyez mes notes? Convoque Phlox à l'infirmerie. Tucker commence à négocier. 2 heures d'arrêt, parce que si je pars pendant 3, le vaisseau il va péter. Phlox accepte 4, mais pas 1 minute de moins. Après quelques échanges un petit peu rigolos, on nous rappelle qu'il y a une brèche dans la coque. Donc l'équipage n'est pas au courant. Parce que moi je me posais la question. Est-ce que ça va... Bon bref. Oh mon Dieu, elle s'agrandit! On n'a toujours pas de capture. Thierry s'en fout toujours. Le vaisseau va continuer de péter, on s'en fout. Ça arrive. J'ai bien aimé parce que, à l'image que vous voyez à l'écran s'afficher sur YouTube, Tucker, il lui dit vous venez d'être convoqué. Oui, je sais, je vais y aller dès que vous serez au lit. Et il bouge pas, et c'est chouette. Voilà. Tu sais qu'en plus, Phlox, c'est le genre de gars qui va rester debout à côté de toi en attendant que tu t'endormes, tu sais. Ouais. il va te raconter des berceuses. Ouais. T'expliquer des histoires de larves, tu sais, de sa ménagerie, là. Ouais, toujours ça. Cool, hein. Toujours très très cool. Phlox. Bref. Oui, il est merveilleux ce personnage. Scène numéro 10. Dans l'infirmerie, Archer et Phlox présentent les images du cobaye découvert quelques semaines plus tôt. Jeannard confirme qu'il fait partie de l'espèce des voyageurs dimensionnels rencontrés à l'épisode précédent et répond donc à la question qu'on s'était posée, Thierry et moi. Sean, je ne sais plus si tu t'étais posé la question. Est-ce qu'ils font bien partie de la même espèce? Arborescent.
Et Arborescence, c'est un autre l'Exindi, mot. Jannar nous dit au passage que l'Exindi n'en ont rencontré qu'une seule. Phlox et Archer expliquent alors le rôle des sphères, transformer cette zone de l'univers pour la rendre compatible à cette espèce. Degra en conclut que s'ils y parviennent, ce sont eux qui ne pourront plus y vivre. Archer tend alors la main métaphoriquement. Concluons une alliance pour les arrêter. Si vous détruisez la Terre, vous condamnez aussi votre espèce. Très chouette scène, à nouveau. J'aurais des trucs à dire sur cet ensemble de scènes, mais on n'est pas arrivé au bout encore. Donc... Ouais, tu veux qu'on attende ? Ok. Je continue. Scène numéro 11. Dans sa cabine, Tucker dort. Ah non. Il se réveille. Il se lève et se rend dans une zone vide. C'est la cabine de la crewman dont il doit contacter la famille. Taylor. Elle lui apparaît alors en fantôme. Hop. Elle lui demande comment ça avance la lettre. Voyant que Tucker ne sait pas quoi écrire, elle rappelle ses états d'armes. Elle est là depuis 3 ans. Il est même venu la débaucher depuis un autre vaisseau. Mais au final, elle ne demande qu'une seule chose, bordel, qu'il se souvienne d'elle. C'est trop demandé, mais c'en est trop. Tucker se réveille dans son lit. Il y a une capture, je crois. Non. C'est la fuite. Ah, je pensais l'avoir pris là, parce qu'on le voit tout transpirant dans son lit. C'était marquant, je trouve. Enfin, marquant. Bon, pardon. Il y a un truc, j'ai cru que ça allait dans une direction, puis en fait, ça y va pas du tout. Vu qu'on apprend que c'est lui qui l'a débauché pour qu'elle vienne sur l'Enterprise. Genre, s'il avait pas fait ça, elle serait encore vivante. C'est bien de pas avoir fait ça. Et en fait, ça va pas du tout dans cette direction-là. Mais oui, c'est bien parce qu'en vrai, c'est pas sa faute, il pouvait pas deviner, quoi. Donc, ouais. Voilà, petit instant, on laisse l'actrice à l'écran pour qu'on se souvienne d'elle comme elle le souhaite. Est-ce qu'on l'a déjà vu, ce personnage? Puis, Si on l'a vu, c'était dans le fond quelque part. Je pense qu'on l'a pas remarqué. Ok. En train de cligner des yeux. Je trouve ça cool que, genre, tu sais, il est dans son rêve et puis il dit non, mais t'es pas censé être vivante, donc ça veut dire que je suis en train de rêver. Ouais, ça c'est chouette, c'est un rêve conscient. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu Seth MacFarlane jusqu'à maintenant? Ils n'ont pas eu de transfert de... Il reviendra, je crois. C'est le cuisinier. Ouais. Le vrai ou... Non, je sais pas. Non, je sais pas, il devait être occupé à nettoyer les bobines de distorsion. Recalibrer les galipères. Ok, là il est sorti parce qu'on lui a donné un nouveau coil de distorsion. Hein. Fait que là il sait plus quoi faire avec celui-là. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Il sait pas le gérer celui-là. Il est sorti de son trou. Ça fait 9 mois qu'il est dans le même trou à réparer le truc. Là il est plus. Non, elle n'apparaît que dans cet épisode. C'est un truc qui est beaucoup sous-entendu régulièrement, que en fait, je sais plus combien il y a de membres d'équipage, mais on les voit jamais tous en fait. Non, je pense qu'il y en a de toute la série, on les voit pas, mais entre guillemets, ils existent. Par contre, est-ce que c'est lui l'ancienne MacFarlane? C'est dans quel épisode qu'il y avait une ref On a parlé d'un épisode où il y avait une ref à l'ancienne MacFarlane. J'espère que c'est pas lui, ouais. Non, c'est MacFarlane. C'était au premier épisode, je crois. Enfin, premier, pas le pilote, The Xindi ou The Expense, je sais plus comment il s'appelait. C'était le garde du hangar dans lequel il y avait des anomalies. Ah ben, ça devait être l'épisode Anomalie. Cet ingénieur, il est bon parce qu'un peu plus tard, il devient capitaine de The Orville. Tu sais. Ça n'a rien à voir. Il a changé de dimension et tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'époque, hein, il se téléporte à l'époque TNG aussi. Non, mais il n'était pas capable d'avoir un poste de capitaine. Donc il a changé de dimension complète. Scène numéro 12. Sur leur vaisseau, Degra et Jannar sont en confrontation. Jannar réfute toujours l'épreuve et dit même que Degra est prêt à tout accepter sans retenue de la part d'Archer. Jannar rappelle que leur copine du futur les a aidés. C'est elle qui est à l'origine de la constitution du Conseil. Grosse révélation pour moi, les Xindi n'étaient pas unis depuis très longtemps en fait. Mais Degra rappelle l'importance du doute. Cette femme du futur avait probablement un intérêt personnel.
Degra doit partir rejoindre Archer. Jannar lui rappelle qu'il doit faire attention. Et c'est là que je note, j'aime bien cette scène parce que Jannar n'a pas tort et Degra non plus. Donc ouais, les Xindi confirmés, ils sont potes depuis 1 an, quoi. Ils ont créé le conseil. Non, un peu plus d'1 an, le temps de fabriquer l'arme, mais c'est vraiment ultra récent. Puis pote, c'est un bien grand mot. Ils sont... Ouais. Et c'est Ils ont vraiment une intéressant. cause unique. Oui. Quoi. Après, le conseil, il a peut-être pas été créé... Enfin, elle a peut-être pris son temps. Elle a peut-être d'abord pris le temps ça que le fait conseil peut-être, soit créé pour après parler de la Terre. On en avait parlé dans l'épisode précédent, ça fait peut-être même 10 ans qu'elle y est, qu'elle fait du travail de fond tranquille. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tu sais qu'ils ont eu une guerre civile au point de détruire leur planète, se dire qu'elle allait arriver, elle a réussi à les unir autour d'un conseil, quand il le cite, c'est vraiment un bienfait énorme, quoi. Unis dans la peur. Ça marche. C'est pas bien, mais ça marche. Pas longtemps. Mais bon. Oui, pas longtemps. Scène numéro 13, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Non. Dans l'Ops, T'Pol et Tucker essaient de montrer leur scan des sphères à Degra. Tucker est super énervé et balance des saloperies à Degra. Impressionnante votre arme que vous faites là. Faudrait 1 millier d'Enterprise pour faire pareil. Je suppose que vous avez regardé les résultats, vous auriez dû voir ça. Votre rayon a complètement dévasté la Floride. Bref, il est en colère et veut bastonner Degra qui a tué sa sœur. Heureusement, Archer arrive à temps et demande à Degra d'aller dans la salle de briefing et conseille à Tucker de se concentrer sur son travail. Puis il part. T'Pol met un savon à Tucker. Le but est de gagner la confiance de Degra. Mais Tucker ne change pas vraiment d'attitude. La fuite continue de grandir, tellement qu'une grosse explosion a lieu. Et ça y est, Thierry se dit « Ah, il se passe peut-être un truc. » Le gars se réveille. Ça y est, il a bien compris. Ça fait 4 fois qu'on voit la fuite, mais bon. Chouette scène. Alors, bon, c'est Tucker, hein, le personnage que l'on voit le plus dans cet épisode. Il a une influence même sur la 2e histoire, parce que souvent, Star Trek, c'est 2 petites histoires qui se chevauchent. Elles se croisent rarement. Là, en l'occurrence, elles se croisent et c'est normal, c'est Tucker qui est là. Et j'ai trouvé ça cool de le voir mettre une engueulée à Degra parce que c'est normal. Hein, au final, il s'était un petit peu calmé, ça allait mieux depuis quelques épisodes, mais faut pas oublier qu'il en a gros, quoi. Ouais, puis là, il a le type en face, quoi. Enfin, c'est pas lui qui a appuyé sur le bouton, mais c'est lui qui a fabriqué l'arme, donc... bon, tout à fait. Chaud, quoi. Je crois que c'est dans cette scène qui montre l'intérieur d'une sphère. Ouais. C'est un peu Donc on est arrivé un peu au bout de ces scènes où ils montrent des preuves, où ils partagent un peu ce qu'ils ont découvert aussi sur cette espèce-là. Non, pardon. Non. C'est dans la scène numéro 17, c'est un peu plus tard. Et oui, parce que là, à cause de cette explosion, après. Ils sont coupés dans leur élan, pardon. Ok. Excuse-moi, je le vois. Écoute, on avance. Ouais. Scène numéro 14. De nouveau, réunion de crise. Tucker explique que c'est une fuite de conduite de plasma de distorsion. Immédiatement, Degra propose son aide. Tucker la refuse. Va falloir aller à l'extérieur pour reboucher la fuite avant qu'elle ne se propage au moteur. Tucker et Reed se rendront donc sur place. J'ai bien aimé le fait que Archer ne prenne pas position en disant si on va prendre de l'aide. C'est bien qu'il n'ait rien dit parce que ça voulait dire quand même que Tucker, il est sûr de lui qu'il peut faire la réparation. Donc il fait confiance à son crewman et c'est pas le moment de créer des tensions dans son équipage. C'était légitime. Oui, c'est le chef ingénieur, s'il est sûr de lui, on l'écoute. C'est voilà. Une bonne non-action de la part d'Archer. Ouais. De même que c'est gentil de la part de Degra d'avoir fait un pas en avant, même s'il se doutait probablement que ça allait être refusé. Et il ne désigne pas, parce que c'est une mission dangereuse quand même, il désigne personne, c'est Reed qui se porte volontaire. Ah oui, si, il dit à Archer, je vais avoir besoin d'un coup de main, et là Reed immédiatement le dit. Oui, voilà, c'est ça, oui.
Scène numéro 15. Sur la coque, les deux comparses se rapprochent. Compliqué de retranscrire ce qu'il se passe à l'écran. Reed n'arrive pas à ouvrir une trappe, ce qui fait perdre du temps à l'équipe. La fuite va bientôt complètement péter. Reed lui-même est en danger, sa combinaison approche des 44 degrés Celsius, tellement il est proche de la flamme. Heureusement, Reed parvient à couper l'alimentation comme il le faut, mais semble très touché. La scène était très cool, mais fait monter la tension un peu artificiellement, je trouve. Ah ben, t'as une chouette capture d'écran. Ouais, il y a un truc marrant, c'est que on voit Reed qui transpire de fou sous sa combinaison. Et en fait, je me dis qu'ils ont pas dû beaucoup forcer parce que avec les spots de studio, de cinéma, plus tout ce qu'il a, tout le bardac qu'il a sur le dos, il devait vraiment transpirer comme ça. Et je pense que d'habitude, ils font des efforts pour cacher la transpiration. Et que là, ils ont dit, c'est bon, allez, je suis à grosse goutte, c'est normal, c'est ce qu'on veut, ça nous va très bien. Frère. Il y a juste un truc, il y a une très chouette intégration à un moment en fait. Alors Reed, comme je disais, c'est compliqué à retranscrire, donc désolé. Hein. Il y a un moment où ils sont assez éloignés, Reed et Tucker. Et en fait, au premier blanc, on a Reed en train d'essayer de trafiquer, de faire ce qu'il doit faire, là, ouvrir une trappe, je sais pas quoi. Et en fond, on a Tucker qui lui parle. Et en fait, Tucker, on le voit, il est de 3/4 profil tourné vers Reed, mais il est très loin. Hein. Et il parle, et en fait, ce n'est pas l'acteur, c'est une intégration en effet spécial. Et je m'en suis rendu compte parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans une position très particulière pour prendre les notes. J'ai regardé ça enfin, j'étais à moins d'1 mètre de mon écran et du coup j'ai vu le truc et on voit ce qui m'a fait me rendre compte, c'est que la bouche s'ouvrait un peu trop grand et j'ai mis pause et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas Tucker, quoi. C'était vraiment bref, c'était très voilà, c'est les effets parfois Enterprise, on le dit à presque chaque épisode, hein, mais fait des effets spéciaux très sobres, lisses, propres et très agréables. Bah, toutes les scènes de loin, là où ils sont en train de marcher sur la coque, ça se voit de suite que c'est des images de synthèse. Ouais. Et plus, surtout à leur démarche, en fait. Ils n'ont pas une démarche qui est très naturelle. Ouais. Donc je pense pas qu'ils aient fait de motion capture pour ça, c'est vraiment du truc à l'ancienne. T'allais dire un truc? Il me rappelle Star Trek Beyond, ouais. Ah non, Thierry, Sean, ton micro doit être coupé. La qualité des renders, si on veut, genre je trouve qu'elle est tout à fait acceptable pour l'époque, puis je trouve que la manière dont c'est éclairé aussi, c'est vraiment juste l'animation. Puis comme dit Thierry, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait de motion capture ici. Là, c'est vraiment, je pense, un artiste qui a animé la démarche. Genre, je pense pas qu'il y avait de simulation ou de rien de tout ça à l'époque-là. Là. Il devait vraiment juste animer manuellement. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu awkward des fois, la manière dont ils marchent, là, leur démarche. Mais non, c'est bien, honnêtement. Si on se remet dans l'époque, c'est même plus que bien. Hein. C'est vraiment de très bons effets spéciaux, hein, je pense. Genre là, on si regarde. On compare au cinéma, non, mais si on compare aux séries, non, c'est sûr. Ouais. Non, mais là, on regarde une capture d'écran. Genre, on le sait, nous, on le sait. Mais à première vue d'œil, tu sais, bon, tu penserais pas vraiment à deux fois. Surtout que celui qui est assis ici, là, pour moi, ça me flasherait rien. Tu vois, genre, je me dirais pas, ah mon Dieu, c'est des faux bonhommes, ça, tu sais. Ouais. Rappelez-vous de Star Trek Beyond et de ce plan dégueulasse de cette espèce d'insectoïde qui descend un escalier qui, en fait, ils n'arrivent pas à le faire bouger, du coup, il glisse de l'escalier. Bref. Je me rappelle pas de ça. Il va falloir que tu m'envoies cette scène. C'est une horreur. Pourtant, Beyond est plutôt joli visuellement, mais là, ça... Moi, je me rappelle juste de la maison, dans l'espèce de maison ou l'espèce de baraque dans laquelle Spock et McCoy se retrouvent sur la planète dans Beyond. Ça Elle est mal faite? Ça m'avait choqué parce que ça se voit que c'est construit. Tu sais, ça se voit que c'est des murs en mousse ou en papier mâché. Là, on dirait vraiment TOS. Tu sais. Du coup, en tant que fan de Star Trek, moi, ça me dérange pas vraiment parce que de toute façon, j'ai jamais regardé Star Trek pour les effets spéciaux. C'est un bonus. Si c'est bien, ben, c'est immersif, mais sinon, c'est vraiment l'histoire que je veux.
C'est juste que j'ai trouvé ça particulier qu'on voit autant que c'est une maison polystyrène, quoi. Ah, c'est marrant, je me Dans souviens dans pas. un film. Mais après, Comme quoi, on n'a pas les mêmes. quand t'apprends tout le behind the scenes de comment ils ont fait ce film en 3 jours, là, tu sais, tu comprends pourquoi il y a des choses qui ont été un peu, on va dire, bâclées. Mais... Bravo, Justin Lin. Attention, parce que spoil alerte par rapport à ce qui va se passer ailleurs sur d'autres chaînes YouTube. Je vais pas le dire souvent, ça. Wow, wow, Wow! wow, Et numéro 16. wow. Retour à bord du vaisseau. Phlox extirpe Reed car il faut le refroidir au plus vite. Justin Lin ou Alex Kurtzman? Un soupir. Même si tu nous écoutes, on t'emmerde. Degra présente au capitaine son... Je t'emmerde. Son espérance qu'il aille mieux. Degra présente au capitaine son espérance qu'il aille mieux, désolé. C'en est trop pour Tucker. Ça te fait quoi qu'un être humain de plus meure, hein? Archer le coupe dans son élan de colère et le laisse seul. Non, il dit, puis je trouve ça drôle, j'ai bien aimé cette phrase, 7 millions c'est correct, mais 7 millions 1, c'en est trop. Ouais. Scène numéro 17. Retour dans l'Ops. Archer annonce qu'il y a 59 sphères. Degra le corrige et dit 78. Ben ouais, les Xindi ont eu un peu plus de temps que eux pour étudier les sphères. Archer change de sujet et présente ses excuses pour Tucker et son comportement. Degra dit qu'il est secoué d'avoir à faire face à ses victimes. Ça n'aurait pas dû arriver. Ben ouais, tout le monde aurait dû crever à la base. Vient alors le sujet de la capture et la manipulation de la mémoire de Degra. Ça a probablement biaisé la relation des deux. Retour au sujet de base, Archer montre comment ils ont pénétré l'intérieur d'une sphère, ce qui scelle le roman d'amitié entre Degra et Archer. J'ai une petite capture de... Voilà. Et ouais. Il y a de la continuité dans mes blagues, vous l'avez capté. J'ai beaucoup aimé cette scène à nouveau parce que, comme je l'ai dit, j'ai essayé de le souligner, elle change de sujet à 3 reprises pour revenir dans un quatrième temps au sujet de base. Et c'est chouette, c'est une scène un peu pivot de l'épisode. Alors, cette capture d'écran, pourquoi? Bah là, sur les sphères, il montre un truc aux Xindi qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, comme il le montre juste avant, ils ont eu le temps d'étudier les sphères, mais ils n'ont jamais pu mettre les pieds dans une d'entre elles. Et en fait, cet ensemble de scènes, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Ah oui. Ce que je trouve génial, c'est que ça reprend plein de trucs qu'ils ont découverts en début de saison, etc. Où à ce moment-là, ça paraissait pas forcément important dans l'intrigue globale de la saison. C'était genre, bon, ils ont découvert une sphère, pourquoi pas. Et en fait, là, on voit que tous les points se relient. Et qu'en fait, tout ce qu'ils ont découvert, c'est à la fois c'est lié au constructeur de sphères, à l'attaque Xindi, à tout ensemble. Et en même temps, c'est ce qui sert de preuve à Archer pour convaincre Degra. Et convaincre en plus son pote Arboricole. Son pote. Non, pardon. Jannar. Jannar, rappelle-le Jannar. Convaincre Jannar, parce qu'on comprend à la fin qu'il a été convaincu. Mais donc en fait, depuis le début, ils ne le savaient pas, mais ils récoltaient les preuves dont ils auraient besoin plus tard. Voilà, et c'est vachement Ça peut cool. toujours servir. Et nous, on a pu relier les points plus ou moins en cours de visionnage. Mais là, il y a l'épisode qui le fait vraiment en détail, quoi. Et, ouais, j'aime beaucoup l'idée de... J'aime Adar, désolé. Mon Dieu. Non, j'aime beaucoup l'idée de... Parce que dans Star Trek, on prend le temps de s'arrêter. Voyager en est l'exemple même, là. Ils rentrent chez eux, mais on prend toujours le temps de s'arrêter pour analyser quelque chose, regarder quelque chose. C'est juste récupérer un peu de l'information. Mais souvent, c'est pour ajouter à sa connaissance, on va dire la connaissance de la Fédération ou de son espèce, etc. Mais j'aime aussi on va dire la dualité de la chose, parce que ici, ça sert aussi pour l'épreuve, puis pour pouvoir se défendre, puis pour pouvoir créer cette alliance.
Du coup, voilà. J'aime l'idée que n'importe quand, si tu peux t'arrêter, si tu peux te le permettre, arrête-toi, apprends des choses, récupère de l'information, peut-être que ça pourrait te servir plus tard. Oui, tout à fait, ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça rejoint un truc que je dis, je sais pas si je l'ai dit ici, mais régulièrement, c'est que l'utopie de la fédération, c'est une utopie qui est pragmatique. Et là, c'est justement ce que tu dis et ce que montre l'épisode là, ça révèle le pragmatisme de la recherche de connaissances. Et que dire, d'accord, on est en train de faire un truc là, mais on a croisé ce machin chelou, on va aller voir ce que c'est, parce qu'on est curieux. Ben en fait, c'est un acte pragmatique, parce que ça servira plus tard. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça va être utile. Et c'est exactement ce que tu dis, ça montre ça. Et donc, même si ça sert comme information, tu sais, ça peut servir comme information, comme connaissance, mais effectivement, si ça sert pas de cette manière-là, ça pourrait se servir comme monnaie, essentiellement, tu sais, comme matière à échanger, comme connaissance à échanger. Donc, j'aime bien. Puis effectivement, Degra a raison, ça pète la classe à l'intérieur des sphères. Scène numéro 18. Scène rapide. Dans sa cabine, Tucker commence sa lettre, mais ça ne passe pas. Il faut trouver le bon angle. Il recommence, mais alors une alerte tactique a lieu. Scène numéro 19. Sur la passerelle, T'Pol annonce qu'un vaisseau a passé la barrière occultrice. Oh mon Dieu, c'est un vaisseau reptilien! Degra nie être à l'origine de cette apparition. Il y a des captures? Oui. Ah merde, mince, ah oui. Oh. Désolé, j'ai raté un truc. Donc une scène dans la scène numéro 17, celle sur laquelle on vient de s'arrêter, Archer qui rappelle que l'Enterprise était à la base un vaisseau destiné à l'exploration. Oui, et ben j'ai bien fait de prendre la capture parce que j'avais oublié ce truc. Ouais, c'est bien. C'est toujours dans le dialogue avec Degra et Archer, c'est Degra qui dit mais ces scans ils sont vachement détaillés et tout, c'est bizarre pour un vaisseau de guerre. Et ben non, c'est pas un vaisseau de guerre quoi. Et là, je pense que déjà il marque un point énorme avec Degra, parce qu'il montre que son peuple n'est pas un peuple de guerriers. Genre le seul vaisseau qu'ils avaient à envoyer dans l'étendue delphique, c'était un vaisseau d'exploration. Un vaisseau de naïf. Oui, totalement. C'est une des phrases qui a le plus plu aux fans sur les forums francophones. Ils se sont dit enfin du Star Trek. Ouais. Bah, en fait, ça fait un moment qu'on est dans du Star Trek, la même chose, parce que les Xindi sont peu à peu humanisés. Voilà, il serre la main à un Xindi, il trinque avec un Xindi, etc. Mais là c'est cool parce qu'en fait, le début était très guerrier. Ouais, on va leur péter la gueule et tout. Et puis là, on a le rappel quand même des 2 saisons d'avant, hein, qui sont là quand même, hein, et que en fait, ouais, c'est un vaisseau d'exploration, quoi. Ouais. On fait la guerre avec un vaisseau d'exploration. Parce que c'était notre objectif au départ. Et Degra qui dit, bah, si on arrive à sortir de là, vous allez pouvoir recommencer à explorer. Et je sais pas, je trouve que c'est un beau rappel, c'est bien placé, c'est bien utilisé, parce que ça a vraiment du sens en plus dans le dialogue et dans ce qu'ils essayent de faire. Et voilà, c'est vraiment un beau moment. Puis en plus de ça... Beau moment d'amitié. En plus de ça, je trouve que ça ajoute un peu au lore puis au canon de Star Trek de se dire que même si on est dans le futur puis que ils ont beaucoup de ressources puis beaucoup de technologies pour pouvoir construire des vaisseaux, il y a quand même des vaisseaux spécialisés. Et il faut si tu veux faire un vaisseau de guerre, si tu veux mettre de l'armement, si tu veux utiliser l'énergie de ce vaisseau pour fournir des armes, eh bien, il faut que tu enlèves des matériaux genre sur les scanners, etc. Donc, du coup, j'aime bien cette idée-là. Pour faire un vaisseau d'exploration pur, ou pour faire un vaisseau de médecin, par exemple, pur, un vaisseau hôpital, il faut vraiment que tu enlèves des armes, etc. Donc, j'aime l'idée. Oui, c'est bien vu. Ouais. Ça crédibilise aussi l'univers. L'USS Pasteur. Le vaisseau Xindi reptilien qui attaque l'Enterprise que vous avez à l'écran.
Scène numéro 20 sur le vaisseau Xindi. 4 constructions à l'écran. Là. Il y a 3 vaisseaux plus une sphère. Il y a tout plein de... Pas grave. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien voir les proportions. Oui, là, il est hyper menaçant, le vaisseau reptilien, avec la perspective, le fait qu'il soit grand. T'as le vaisseau de... Et d'ailleurs, c'est trop cool par rapport à la scène d'après, enfin, ce qui va suivre. Mais le vaisseau des Xindi primates et arboricoles, là, il est minuscule. On le voit presque pas. Est-ce que tu peux pas faire de distorsion avec un boui-boui accroché à toi comme ça? T'es obligé de le larguer. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'ils font. T'Pol, c'est ce qu'elle fait. Éjecte! Tu te souviens pas, c'est ce qu'elle fait, T'Pol, dans l'épisode où elle est capitaine, là. Et c'est une très mauvaise idée, d'ailleurs, parce que le vaisseau, du coup, arrache la moitié de la nacelle, ou je sais plus quoi. Ça pète tout. Donc, scène numéro 20, sur le vaisseau Xindi, coup de téléphone entre le commandant reptilien et Janar. Janar explique ouvertement la situation. Les Xindi sont en négociation. Le reptilien ne cache pas sa surprise. Il ordonne à Janar de se détacher de l'Enterprise. Janar contacte alors l'Enterprise pour annoncer la situation. Archer demande à Degra des informations sur le vaisseau reptilien. Degra a alors un conflit moral. On lui demande de s'en prendre à son peuple. On a un visuel du commandant reptilien. Où on voit les creux dont je parlais au début de l'épisode. Ah oui, c'est vrai. Ok, et on voit que lui, pour le coup, il est très différent de celui qu'on avait vu précédemment. Je sais pas si tu te souviens, Sean, quand tu disais que tous les reptiliens se ressemblaient. Ah, merci. Ok, c'est bon. Je vois comment on est. Est-ce qu'il exprime ce sentiment-là parce qu'il a pas envie d'attaquer son propre peuple, ou parce qu'il a peur des répercussions puis peur de l'impact que ça va avoir quand tu fais ça? Disons que... non, je dirais plutôt qu'il a peur de ce que ça implique qu'il doit faire pour pas qu'il y ait de répercussions. Ok. C'est une bonne question. Scène numéro 21. Le vaisseau de Degra se détache et... Oh mon Dieu! Degra attaque le reptilien! Les deux vaisseaux se coordonnent pour neutraliser le vaisseau. Alors que la bataille est gagnée, Degra et son vaisseau mettent le coup de grâce au reptilien. J'ai pas eu le temps de faire de piou-piou pompant, c'est allé trop vite. Degra recontacte l'Enterprise. S'ils avaient survécu, ils auraient contacté le Conseil et dénoncé notre alliance. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est que... Mais c'est un truc à bien faire Star Trek, hein, parce que dans Deep Space Nine, c'était un peu tout le trip autour du défiant. C'est que la taille des vaisseaux et la puissance des vaisseaux n'a pas de... Ou l'efficacité des vaisseaux, pas la puissance, n'a pas de lien, en fait. Le Defiant, c'était un vaisseau minuscule, mais qui était surarmé parce que c'était un vaisseau de guerre et qui faisait que ça. Il était tellement armé qu'il risquait même d'exploser, tellement il y avait d'énergie dedans. Et là, c'est pareil, on a un petit vaisseau qui fait la taille d'une navette, limite, mais qui détruit un vaisseau de guerre reptilien, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien qu'on n'ait pas ce truc du plus c'est gros, plus c'est puissant, dans Into Darkness, ils reprennent un peu, là, le Vengeance, là, est énorme comme truc, là. Ouais. Dans Dragon, c'est un peu le contraire, ça implique parce que l'Enterprise se fait un peu défoncer par le Vengeance. C'est vrai que dans Dragon, effectivement, chaque film, le dragon est de plus en plus grand. C'est pas ça que je voulais dire. C'est dans Dragon, Croque-Mou, dans le deuxième film, il fout une raclée au mâle alpha alors qu'il fait même pas la taille de sa patte. Ah, ok, je pensais que tu disais chaque dragon méchant ou vaisseau méchant agrandi. Oui, c'est monstrueusement gros. Ouais. As-tu hâte du live action? Oui. Je voulais pas parler de Dragon, c'était juste je rebondissais, je sais pas. Oui. Mais comme on l'a déjà dit, hein, c'est Dan DeBlois qui va le réaliser, donc c'est bien, c'est l'auteur, c'est très bien. Oui, c'est très Star Trek, en effet. Mais bon, voilà. Scène numéro 22. Dans le couloir,
T'Pol rejoint Tucker en train d'effectuer des réparations. Elle lui apporte des composants Xindi. Ces réparations... Non, pardon, ouais, elle lui apporte des composants Xindi qui pourraient servir. Mais cela agace Tucker, qui dit que si son équipage n'était pas mort à cause des Xindi, ces réparations auraient déjà été faites. Un peu d'inception. Il craque complètement. Si Taylor avait pu faire quelques pas de plus, elle serait hors de danger et il ne serait pas forcé d'écrire cette lettre. Sous-entendu, être confronté à une mort de plus. Au final, Taylor lui rappelle énormément Elizabeth et son deuil qu'il n'a pas encore fait. Ils fond en larmes à l'évocation de sa sœur. T'Pol lui offre alors un élan d'affection avec une main sur l'épaule. Tucker dit envier les Vulcains. Elle répond non. Si les Vulcains se laissent aller à l'émotion, elle les dépasse. C'est Tucker qui est à envier. C'était une belle scène. Non, ça c'est autre chose. Ouais, c'était chouette, non? Rien à dire? Oui. C'était beau. Et puis c'est bien de finir sur une note un petit peu légère. C'est pas du désamorçage, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce qu'elle dit, T'Pol, ça fait sourire. L'ironie fait sourire Tucker, et je trouve ça chouette. C'est une belle façon de réconforter son pote. Et ça dit aussi sur son addiction à elle, aux émotions. Elle se fait déborder, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait. Sean, rien? Non. Scène numéro 23. Dans le bureau d'Archer, Degra explique qu'il va essayer de convaincre les aquatiques. S'il y parvient, la majorité du conseil sera de son côté. Il donne alors les coordonnées de la chambre du conseil. Il donne également un raccourci pour y arriver le plus rapidement possible. D'ici là, Degra s'engage à faire ce qu'il peut pour ralentir le lancement de l'arme. Avant de partir, Degra donne un avertissement. Dans le raccourci, il va falloir rencontrer une nouvelle espèce particulièrement agressive, ai-je noté. Peut-être ai-je voulu dire agressive, mais pas sûr. Archer le remercie et lui serre la main que nous avons à l'écran. Toujours la petite blague de l'extraterrestre qui ne comprend pas ce que fait l'autre quand il lui tend la main. En plus là, il y va à deux mains. Il y va à deux mains. Est-ce que tu te souviens de la signification du serrage de main à deux mains, Thierry? Je me souviens que ça m'avait saoulé quand on en avait parlé, mais je me souviens plus de la signification. Non. Retournez écouter l'épisode. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est quoi? C'était pas dans Trek Analyse qu'on avait parlé? Si, je pense. Non, c'était dans un Star Trek pour les nuls? Ça te rappelle rien, Sean? Non, moi non. Ok, alors, dans un autre podcast... J'ai vaguement le souvenir que tu dit... Je pense qu'on avait déjà référé ça. Tu avais déjà dit que tu l'avais fait. Donc là, tu fais des références à des références, ça suffit. Je réfère des références. Non, le serrage de main, c'est la main la plus politicienne qui existe. C'est je te fais confiance et je crois en toi, tu existes dans mon regard. En l'occurrence, Archer, là, je pense qu'il est sincère quand il le fait. Et, j'aime mais il faut se méfier des personnes qui vous serrent la main en vous prenant le poignet en plus. J'aime beaucoup que Degra, quand Archer lui dit tu leur as pété la gueule, quoi. C'est un truc de fou. Il fait genre oui, j'étais obligé, sinon ils auraient divulgué notre alliance. Donc, du coup, j'aime bien qu'il utilise le mot alliance là. C'est comme qu'il l'a solidifié, qu'ils sont maintenant ensemble. Il a pas juste dit sinon peut-être qu'ils vont savoir qu'on parle. Non, il parle de l'alliance. Du coup, c'est bien. Ouais. Oui, et puis c'est un truc que déjà que je teasais depuis le début, et je trouve ça merveilleux, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas la première fois que je le dis, parce que ça s'est fait progressivement, et c'est ça qui est bien fait aussi, c'est qu'au départ, ils voulaient tuer des Xindi quand ils sont partis. Et là, ils font alliance avec des Xindi pour sauver la Terre et leur peuple. Certes. Faut pas déconner. Non, mais oui, je comprends ce que tu dis. Mais là, on est sur un épisode où la solution vient du dialogue. Là, si tu regardes, effectivement, la solution, c'était aussi de buter les reptiliens. Mais avant tout,
c'est quand même Degra qui les a tués, les reptiliens. Ouais. Oui, puis on tue on tue des gens qui, eux, ont refusé le dialogue. Voilà, ouais, tout à fait. Donc là, c'est ça, c'est la solution vient du dialogue. Il leur a montré les preuves, il leur a montré sa bonne foi, il leur a montré pourquoi c'était leur intérêt de l'aider, et il crée une alliance. Là, on est en plein dans Star Trek, et c'est là, on n'a pas fini, mais je me souviens plus de la suite. Mais là, pour moi, on atteint un nouveau stade dans ce truc on prend des gens où on leur montre un ennemi mortel qu'il faut éradiquer, et on les amène vers un moment où, en fait, c'est pas mal de discuter avant et de, et de réfléchir à ce qui est important. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment dans la construction de la saison, on est vraiment sur quelque chose qui est super bien fait. Et en plus, dans un épisode, comme je disais tout à l'heure, qui renvoie un peu à plein d'éléments des épisodes précédents. Et c'est vraiment une belle construction, quoi. C'est comme si on... Je sais pas. J'allais faire un parallèle, mais j'en ai pas qui vient. Est-ce qu'on appellerait cette alliance l'alliance Xindo-humaine ou humano-Xindi? Je sais pas. C'était très cool. Scène numéro 24 et ultime scène de l'épisode. Retour dans la cabine de Tucker qui dicte sa lettre à voix haute. C'est une lettre plutôt mignonne. Il tient une photo dans sa main. À la fin, il la dépose. Il s'agit de sa sœur à qui il dit au revoir. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. C'était bien dans les thèmes abordés, mais j'ai une sensation de rapidité étrange, comme si l'épisode aurait dû être coupé en deux pour être rallongé. Ouais. Très chouette, avec pas mal d'espoir. C'était cool. Je sais pas. D'autres choses à dire? J'ai pas eu l'impression de rapidité que tu C'est vrai. as. Mais je comprends que tu l'aies parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a plein d'intrigues qui se mêlent, quoi. Il y a Tucker et sa lettre, il y a T'Pol et son addiction, il y a Archer et Degra, il y a la fuite. Ça fait genre 4 histoires déjà dans un seul épisode qui se relient, qui s'entremêlent, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de contenu. Ben, disons que, en fait, le truc que j'aurais aimé voir un peu plus long, c'est Archer qui essaye de convaincre Jannar. J'aurais bien aimé avoir vraiment limite l'épisode uniquement centré là-dessus ou que ce soit étiré sur 2 épisodes pour qu'on voit à quel point c'est difficile. Après, elle est logique, hein, comme tu dis, voilà, ils ont accumulé des preuves au fur et à mesure de leurs aventures, ils les dépalent les unes après les autres tranquillement et ça marche et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Je sais pas, voilà, je vais pas, si on devait noter l'épisode, je le sacrerais pas par juste parce il est trop rapide. Mais voilà, c'est dommage. Oh, j'ai pas révélé le jeu. Bref, Sean, t'as des choses à dire de plus sur cet épisode? Non, je trouve qu'il marche. C'est assez particulier. Je suis d'accord avec les deux. Parce que toi, tu dis que tu l'aurais vu en 2 parties. Toi, tu dis que non, en une partie. Mais je trouve que... Une partie et demie, t'aurais pris, Sean. Non, c'est juste parce que je trouve qu'on est dans on est dans un style d'épisode qui n'est pas forcément limité au format de l'épisode en soi. Ils auraient pu dépasser vers un épisode précédent ou un épisode suivant, une ou 2 histoires, puis ça m'aurait pas gêné parce que on est vraiment dans une continuité maintenant. Là. Je trouve on a quitté le format épisodique, épisodiste, j'en sais rien. Mais là, épisode réel. non, épisodique en français. On est rendu dans le... Ouais, on est vraiment rendu dans du... Je sais pas. Dans du feuilletonnant, oui. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça m'aurait pas gêné dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ouais. Quel est mon film préféré avec Léonard Nimoy?
Vous allez être super énervé parce qu'il s'agit de l'invasion des profanateurs. Parce que j'ai jamais dit Léonard Nimoy en tant que Spock. Eh ben ouais, bande de blaireaux. Et tu préfères l'invasion des profanateurs de Sépulture à Star Trek 4? Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des baleines dans ce film-là? Non, il n'y avait pas de panel, sérieusement. L'invasion des profanateurs l'invasion des profanateurs, pas l'invasion des profanateurs de Sépulture, l'invasion des profanateurs. Donc celui des années 70 ou 80, je sais plus. Que je trouve être un excellent film avec Donald Sutherland dans le rôle principal et qui se permet d'être un remake de l'original mais avec un propos inversé, et ça moi je trouve ça génial. C'est comme quand Jordan Peele fait des Lovecrafteries en inversant le propos. Je trouve ça excellent. C'est Invasion of the Body Snatchers. C'est sorti en... Je sais pas comment il s'appelle en VO. Je l'ai pas vu celui-là. Donc il y en a un de 78 puis il y en a un de 56, c'est ça? Alors 56 c'est l'original, Invasion of the Body Snatchers. C'est celui-là que j'ai vu moi. Et celui de 78, t'as dit 78, c'est ça? Ouais. Qui a la même année de naissance que XP78, on t'aime et on t'embrasse. Je le préfère. Celui de 56, c'est pas mal. Hein. Il est bien. Mais 78, il est vraiment Je savais même pas qu'il y en avait eu un en 78. Donc, ouais. Mais de manière générale, je trouve que c'est une thématique. Il y a plein de remakes. J'ai jamais deviné ça. Celui avec Daniel Craig et... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, et pas mal aussi. Bref. Il y a eu une dizaine de remakes de ce film. Et en l'occurrence, ouais, voilà, Léonard Nimoy, surtout qu'il a un rôle intéressant. Ouais, il a fait un Invasion avec... Alien versus Cowboy? Non. Invasion, je crois qu'il s'appelle juste The Invasion. Ou Invasion. Avec, comment elle s'appelle, l'ex de Tom Cruise? La pauvre, c'est ridicule de l'avoir... Nicole Kidman. Avec Nicole Kidman. Désolé Nicole si tu nous écoutes. Excessivement mal noté ce film-là. Bah écoute, je trouve pas si mal que ça. Je comprends pas. Bon bref, non mais c'est pas le sujet. Internet dit que t'es pas bon. Internet, si tu nous écoutes, on t'emmerde. Non mais Rémi est souvent à contre-courant. Je suis un cinéphile. C'est ce que j'aime bien chez lui aussi. Je sais plus ce que je devais dire. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Moi j'ai très hâte de voir. Vous voulez dire que personne n'a gagné de points, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, vous êtes des losers. En même temps, ça n'a rien changé au score vu qu'on avait choisi le même truc. Mais... Belle la carotte. On a spirituellement gagné un point chacun. Ouais, mais vous allez baisser dans mon estime tous les deux. Tu te souviens vraiment pas du tout, Thierry, de l'épisode prochain de l'espèce qu'on va rencontrer? Non. Et toi, Sean? Non plus? Non, est-ce que c'est ceux qui se déguisent en Asie? Non, ça c'est saison 4. Ok. Non, mais c'est pas les reptiliens qui se déguisent en Asie? Ah, peut-être. Est-ce que c'est des Jem'Hadar ou est-ce que c'est... Non, les espèces de démons avec... non, est-ce que c'est les Herogen qui se déguisent en Asie aussi? Alors oui, aussi, mais... Il y a trop d'espèces qui se déguisent en Asie. Je sais plus. Ouais. C'est quoi? C'est dans un holodeck, ça, non? Oui, c'est dans Voyager. Okay. Ouais. Non, est-ce que c'est à cause des reptiliens qui se déguisent en Asie que maintenant tout le monde pense qu'il y a des reptiliens qui existent dans ce monde maintenant? Est-ce que c'est eux qui ont commencé le... Peut-être à cause d'Enterprise et de Carpenter Street. Peut-être. C'est pour ça que... Parce qu'il y a ce truc de penser que la science-fiction, en fait, c'est des gens de l'élite qui envoient des messages aux gens normaux pour dire ce qui se passe en vrai. Et que donc... Rémi est en train de des trucs dans la science-fiction, c'est censé être des preuves des complots. Donc, on entend par ailleurs. Sauf que dans la réalité, les élites envoient bien des messages aux prolos et le message c'est travailler pour nous enrichir. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, Rémi fait une tête, mais effectivement, je pourrais vous parler pendant des années de quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Je travaille avec un certain Thierry. Toute la nuit. Moi. C'était pas toi, c'était un autre Thierry. De minuit à 10h du matin,
il me balançait toutes ces théories du complot. Il y croyait dur comme fer. Il croyait vraiment, véritablement à tout ce qu'il disait. Comme quoi le Troisième Reich existait sur Mars. Comme quoi il y avait une guerre entre genre les humains et des reptiliens sur la face cachée de la Lune. Parmi d'autres choses. Là, il a toutes sortes de théories. Et effectivement, à chaque fois que je lui disais « Ouais, mais ça, c'est dans telle série », il fait comme « Non, c'est vrai. Mais les élites descendent l'information et les mettent dans les séries pour que, tu sais... » Donc voilà. Donc effectivement... pour te mettre... Ok, c'est de... Ouais, parce que des fois, il me disait quelque chose, il dit comme « il y a ça », puis je suis comme « ça, c'est dans Agents of S.H.I.E.L.D., quoi. » C'est, tu sais. Ok. Puis comme « Non. Agents of S.H.I.E.L.D. a copié la réalité. » Ah, ok. Il y a notamment ce fameux épisode de Stargate avec la série de science-fiction enfin, c'est un épisode méta sur le fait qu'ils font une série de science-fiction et c'est Stargate, mais pas Stargate du coup. C'est la version Stargate de l'univers dans lequel se déroule Stargate. Et c'est très drôle et c'est très cool. Et du coup, il y en a qui voient ça comme une preuve qu'en fait, Stargate, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une série de fiction qui est là pour cacher le contact réel avec les extraterrestres et l'implication de la Terre dans des guerres galactiques secrètes de l'armée américaine. Je vais vous le retrouver. Voilà. Il y a une série qui m'avait bien fait rigoler sur Netflix France. Moi, je me rappelle pas de quelle espèce on va voir dans l'épisode suivant. Ça va être une grosse surprise pour moi. Je me rappelle pas si c'est quelqu'un qui va rester ou si c'est juste quelque chose qui est là pour un épisode, juste pour emmerder. Ouais. Je me rappelle... Là, sur cette fin de saison, je me rappelle quasiment plus de rien, quoi. J'ai des trucs qui me reviennent, mais alors je redécouvre complètement. Là, cet épisode-là, Inside Job. Je me souvenais quasiment de rien, à part que Degra était cool et qu'ils allaient s'allier avec Degra, mais c'est tout ce dont je me souvenais, tout le déroulement complet et tout, j'ai tout redécouvert. Cool. Il y a une série animée sur Netflix qui s'appelle Inside Job, dans laquelle on reprend toutes ces théories du complot et on établit qu'elles sont vraies. Et en fait, on suit des gens qui sont censés faire cacher la vérité. Et manipuler le bas peuple comme nous, que en effet la Terre est dominée par des reptiliens, etc. Tout est vrai, tous les complots possibles et inimaginables sont vrais, et voilà. C'est très vulgaire, très nul, mais ça fait passer voilà, le soir quand t'as du mal à t'endormir. C'est dommage parce que le concept d'une série qui prend pour acquis que toutes les théories du complot sont vraies, ce serait très drôle, mais dans un sens où tu commences avec un premier épisode, puis c'est comme t'établis qu'une théorie est juste. Deuxième épisode, il y a une deuxième théorie, puis à chaque épisode, c'est de plus en plus le bordel, parce que toutes les théories qui finissent par se contredire, elles sont toutes vraies, tu sais. Je trouverais ça sympathique, tu sais. Ouais. Bien, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode, parce que ça va être la bagarre. Ça va un peu alléger probablement la période dans laquelle on est. On a vu que dans cette saison 3, on a des Xindi à fond. Et puis d'un coup, complètement du hors-sujet. Je suppose qu'on va repartir dans une zone de hors-sujet. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais bon, on approche de la fin de la saison au final, parce que là, on est à l'épisode 21. Sur 25 je crois, un truc comme ça, et donc c'est pas le moment de trop s'éloigner non plus, mais bon, écoute, de temps en temps, pourquoi pas, tant que ça dure pas des plombes. Merci beaucoup Sean, à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.